Voilà, donc je vous présente nos trois orateurs. À gauche, Gérard Karlshausen du CNCD 1111, qui est président de la plateforme belge de Concorde. À côté de moi, Philippa Pimentel, qui est la responsable de la coordination du réseau mondial des initiatives de transition. Et à ma droite, Jean Cornil, qui a été responsable pendant longtemps du Centre pour l'égalité des chances et qui a aussi été sénateur PS. Voilà, je vais commencer tout de suite. Donc, le thème de ce panel-ci, c'est une très longue question, je vais la raccourcir aussi. Je vous l'ai dit quand même au départ, c'est Alternative citoyenne, transformer le fonctionnement européen du niveau local au niveau international par le citoyen. Alors on va transformer ça en est-ce que nous avons prise sur quelque chose? Alors, je donne la parole d'abord à Philippa. Donc si Philippa, vous pouviez nous dire en un mot, qu'est-ce que c'est les initiatives de transition? Et ensuite, est-ce que ça a la moindre chance d'avoir un effet sur l'Europe? Je suis portugaise, donc il y a beaucoup de choses à dire là. Je fais partie de ce réseau de transition. Est-ce que quelqu'un connaît ici? Non? Donc, le réseau de transition, c'est un réseau local comment on dit ça? En anglais, on dit grassroots. Je peux pas le dire comme ça. Je suis désolée. Oui. Oui. Donc là, on a comme ça un objectif, c'est d'avoir les villes résilientes. Donc, on veut ça. On veut par exemple, une ville résiliente, c'est une ville qui produit ses propres aliments, produit sa propre énergie, et il y a de la joie, qu'il y a un savoir-vivre, il y a un sentiment qu'on appartient à quelque part. Et ça se fait localement. C'est très dur, parce qu'on ne vit pas comme ça en général, en ce moment. Donc il faut réapprendre tout. Donc ça, c'est ce qu'on fait. C'est un réseau complètement décentralisé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une expression locale de ce qu'on veut faire. Donc, les gens ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Ce que ça veut... l'expression de ça, c'est une diversité énorme, parce qu'on est déjà en 34 pays. Donc, au Brésil, ce n'est pas la même chose qu'au Portugal, qu'en Belgique, en Allemagne, en Suède, etc. Donc, ça, c'est le réseau de transition. Il y a plein de choses à raconter sur ça. Et après, est-ce que ça fait la différence? Est-ce que ça peut faire la différence? Moi, je trouve que oui. Parce que une des choses que je vis, par exemple au Portugal, c'est qu'on fait des grandes manifestations et ça nous reste le sentiment horrible, négatif, qu'on n'a pas le pouvoir. Et là, avec ce type d'initiative, on réapprend avec nos groupes à prendre le pouvoir de faire le changement dans notre vie, dans notre ville, dans notre endroit. Et ça, c'est un gros pouvoir. Parce que si on commence à... Maintenant, il y a 34 pays, les gens apprennent très très vite quoi faire. Et on partage le résultat. C'est un mouvement positif. Donc, on a l'impression qu'on fait quelque chose de bien. Et on connecte avec le pouvoir national, local, national et européen, parce que ce qu'on veut faire, c'est qu'ils nous laissent faire ce qu'on doit faire pour un vrai changement. Il faut changer, c'est vrai. Hein? Donc, si le changement, ça peut se passer localement. Il faut que nous donnions les conditions pour ça. Est-ce que vous êtes en contact, vous êtes connecté d'une manière oui. avec les institutions européennes? Oui. Moi, par exemple, je suis le EU Liaison Officer. Donc, je travaille avec les institutions. J'ai dessiné une façon de faire du lobbying complètement différente, de transition, que ça respecte certaines choses. Et ce qu'on fait, c'est que les choses que je fais, je partage des histoires. Ce qu'on fait, les succès et les problèmes qu'on a dans nos initiatives, et on dit on veut faire ça,
Et on doit faire ça, mais on ne peut pas faire ça parce qu'il y a une législation qui fait ça. Et donc, on donne des exemples très clairs et on essaie de prendre une chose très vague, c'est la politique, et de donner des cas très concrets. On essaie de faire ça, il y a une initiative qui essaie de complètement localiser la production d'énergie, mais il y a un problème législatif, etc. etc. Donc, ça va ? Merci. Alors, on va rester sur le terrain directement avec Gérard Karlshausen, donc spécialiste des questions de développement, idem, donc je dirais, est-ce que sur ce terrain-là, la société civile, les organisations ont prise sur les décisions de l'Union européenne et les choix qu'elle fait? Mais disons qu'au niveau des relations internationales, c'est clair qu'il existe de plus en plus, depuis pas mal d'années, des endroits, des lieux qui ont été institués pour discuter avec les différentes institutions européennes. Mais on en fait de plus en plus l'analyse et on se rend compte qu'au fur et à mesure tout ça a été de plus en plus institué, organisé, on est entendu, ou plutôt on est écouté, mais on est parfois de moins en moins entendu. On a parfois l'impression que pendant des années, on s'est battu, on a été trouver les gens, on a été discuté, on a essayé d'avoir des influences sur un certain nombre de politiques menées, soit au niveau de la Commission, au niveau du Parlement, etc. Et parfois, ça se faisait à la bonne franquette. Moi, je participe, par exemple, dans les marges de l'Assemblée parlementaire paritaire entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. C'est quelque chose de relativement peu institué, mais avec l'aide de quelques amis parlementaires, d'ailleurs, aussi bien africains qu'européens, on arrive à avoir, je dirais, une certaine influence sur les discussions, à se faire entendre. Par contre, on se rend compte que de plus en plus, on a été embarqué dans toute une série de lieux institutionnalisés, organisés, où on va tenir chacun notre petit discours, mais on se demande vraiment quel est l'impact de ce que nous faisons sur la décision politique à la fin. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes de plus en plus désireux d'avoir une évaluation, non pas comme celle que fait souvent la Commission européenne, qui est de dire « Ah, on a organisé 5 consultations, il y avait 40 personnes, on a posé 17 questions, le commissaire en a répondu à 15. » Voilà, ça c'est des évaluations qu'on a, mais quel a été l'impact qu'on nous dise si ce que vous avez dit est ridicule et on ne va pas en tenir compte, on préférerait le savoir, plutôt que qu'on nous dise « Ah oui, c'est très intéressant tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, c'est formidable. » Et puis au moment où sort la décision politique, on n'a pas du tout l'impression que l'on a été entendu. Alors je vous parle là de nous, Européens, on revient juste là-dessus. Poser une question. Par exemple, les perspectives financières, donc le budget 2014-2020 qui est en discussion, qui a été adopté par le Conseil européen, refusé par le Parlement. Par exemple, les budgets en termes d'aide au développement, etc., est-ce qu'ils reflètent un peu vos options ou plutôt ça montre plutôt qu'on vous a ignoré totalement? Ah non, le budget ne reflète pas du tout ce à quoi on s'attendait, bien évidemment, mais là, ça relève de ce qui a été dit aussi tout à l'heure. Ce n'est plus de la Commission qui a fait une excellente proposition pour nous concernant l'augmentation de l'aide au développement, et notamment du Fonds européen de développement, mais ça relève de l'égoïsme des États. Au moment des négociations, tout ça, évidemment, ne pèse pas très lourd par rapport à d'autres intérêts. Et aujourd'hui, on se trouve, grosso modo, une stagnation, une légère diminution des budgets d'aide au développement, et on est très loin des promesses qui avaient été faites par de nombreux États et qui devaient nous mener au 0,7% du produit national brut qui devrait être consacré à l'aide au développement. Donc on est très loin de cela, mais à la limite, moi ce qui m'inquiète plus que la quantité, c'est parfois la qualité et ce qu'on fait de cet argent. Et quand je vois que dans toute une série d'instruments sont petit à petit mis en place à travers ce qu'on a appelé le programme pour le changement, qui nous font craindre un certain nombre de choses, qui nous font craindre de plus en plus des dérapages de la coopération au développement et des relations extérieures en général de l'Union européenne vers des intérêts qui ne sont pas ceux des populations du Sud véritablement, ça nous fait beaucoup plus peur en ce moment-ci. On en est de plus en plus à réclamer non pas un programme pour le changement, mais un changement de programme, réellement, dans les politiques de relations entre le Nord et le Sud que la Commission et que les États membres poussent. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Jean Cornil, et puis après, bon, vous aurez l'occasion de poser des questions. On va essayer de faire bref pour arriver plus vite à la partie festive de la soirée. Donc, Jean Cornil,
longtemps très actif dans le Centre pour l'égalité des chances, ensuite un petit détour par la politique, ensuite quitté la politique. Alors, est-ce que la société civile a prise? Est-ce qu'elle a des relais? Dans le monde politique, voilà, quel est votre Merci beaucoup pour cette question. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci aux organisateurs d'avoir eu la gentillesse de m'inviter. Alors, en écoutant depuis 2h15, patiemment, religieusement, à cause de moi, je les débats, je jette la pierre à personne. Je voulais, en 3 points et en quelques minutes, vous donner ma pensée, qui est totalement décalée par rapport à ce que j'entends depuis 2h15. Alors, 1. Je vais parler du constat que je me permets, moi c'est un peu rapide, un certain nombre d'intellectuels, de penseurs, de savants, le constat, les raisons de ce constat et les alternatives possibles. Le premier constat que je fais, et pardonnez-moi encore mon caractère un peu provocateur, j'étais très étonné depuis 2h15 de ne pas avoir entendu ce que beaucoup d'intellectuels, de savants, de scientifiques considèrent comme l'acteur central du futur, c'est-à-dire la nature, c'est-à-dire les écosystèmes, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer du basculement du monde, des effondrements de la biosphère. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que tout ça pourrait être déjà un très très long débat. Mais la question historique centrale et première, à ma modeste estime, c'est cette question-là. C'est la question de la poursuite ou non de la destinée humaine sur cette petite terre. Ça, c'est la question fondamentale, et toujours traitée de manière secondaire, mais comme vous savez, les hommes n'ont pas d'histoire, les hommes sont sur l'immédiateté, les hommes n'ont pas de mémoire et n'ont pas de vision. C'est exactement la thèse de Christian Dubuc, le prix Nobel de médecine, dans Génétique du péché originel. C'est absolument merveilleux comme livre. Il explique bien que nous sommes condamnés à être le nez sur la réalité immédiate sans jamais avoir une perspective d'avenir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un tel risque d'effondrement des écosystèmes que si nous n'avons pas une vision d'avenir, eh bien, comme le dit Claude Lévi-Strauss, l'humanité a commencé sans nous, elle continuera sans nous. Donc je pense que ça, c'est une question absolument centrale. Le problème, c'est que tout le discours, qu'il soit d'ailleurs social-démocrate ou libéral, qu'il soit dans les médias ou dans le monde politique, et bien sûr qu'il y a des différences, pardonnez-moi d'être provocateur et caricatural, c'est un discours issu de 3 siècles, depuis le XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, qui est absolument convaincu que par le génie des sciences et des techniques, on va s'en sortir, que l'avenir sera fait de croissance, que l'avenir sera fait de progrès, etc., etc., et que la raison l'emportera. Hein, la raison s'est émancipée de la foi, que la raison l'emportera. La paix perpétuelle d'Emmanuel Kant, le grand penseur des Lumières allemands, ça aboutit aussi, pas à cause de lui, mais la raison s'est aussi aboutie à Auschwitz. Donc je pense qu'il faut penser la dialectique de l'histoire. Je ne vais pas entrer dans les détails, je pense que quand vous me dites quels sont les acteurs, qu'est-ce qui va se passer si vous vous donnez mon avis, le problème, c'est pas uniquement chiffres, on peut discuter très longuement, et je partage toutes les analyses qui ont été exprimées par les différents intervenants, je suis totalement solidaire avec leurs analyses, mais elles sont dans l'immédiateté, c'est ça le problème, c'est de l'immédiateté, et je sais aussi que ça a un impact, c'est de la souffrance humaine, c'est du désespoir, c'est de l'inquiétude, les vies sont courtes, 70, 80 ans par rapport au cycle du carbone, du méthane, de l'eau, qui sont les problèmes centraux qui sont en train de se poser et qui arrivent très très lentement, mais de manière extrêmement profonde. Et que pourra faire alors le Parlement européen, le gouvernement belge, Obama ou Pékin, face à l'acteur central historique, qui a toujours été, puisque nous sommes des êtres aussi de nature, pas que de culture, qui est en train d'arriver sur la scène publique, dans le spectacle, je dirais, de la vie des hommes. C'est plus facile, évidemment, de négocier avec Didier Reynders qu'avec la nature, pour prendre une formule un peu caricaturée de Michel Serres. Quels sont, deuxième point, très rapide, pardonnez-moi d'être, mais les choses sont, quelles sont les raisons de cette domination? Mais c'est l'emprise fondamentale de la civilisation marchande depuis 3 siècles sur les esprits. Le problème, c'est que notre logiciel mental, notre structure cérébrale est configurée depuis notre tendre enfance sur ce que Marx appelait la marchandisation du monde, sur la valeur d'échange et pas la valeur d'usage. Alors, c'est une crise, comme dit Edgar Morin, de civilisation que nous sommes en train
Et là-dedans, vous avez effectivement toute une série de mécanismes de domination, dont le premier, c'est et vous en avez très bien parlé, la domination de l'économie sur le réel et sur toutes les autres narrations de l'histoire, sur toutes les autres sciences. C'est tout le temps l'économie, science comme on l'a rappelé, comme Marc l'a rappelé, qui est une science humaine, qui n'est pas une science exacte, même si on peut mathématiser, il y a les algorithmes pour les ordinateurs, pour faire des actions tous les jours et faire des profits, etc. Je connais tous les trucs par cœur. Bien évidemment, ça fonctionne. Et donc c'est ça le problème fondamental. Nous avons choisi un mode d'interprétation de la réalité, une grille d'analyse du monde qui nous conduit vers la catastrophe, vers le climaticide, vers ce que Gary Diamond, le grand essayiste américain, appelle dans son merveilleux livre « Effondrement, comment les civilisations disparaissent ». C'est ça le problème premier. Et le problème numéro un, que ce soit de la commune de Bruxelles jusqu'à l'Union européenne, jusqu'aux Nations Unies à New York, c'est que l'ordre des priorités fait qu'on est d'abord à penser la politique du XXIe siècle avec les critères de la manière dont on faisait la politique au XIXe siècle. Mais comment est-ce qu'on change ça ? Alors que dans l'histoire, ça n'a jamais été changé. Jamais personne n'a anticipé l'histoire. Très très peu de gens ou très très peu de grandes civilisations ont eu une anticipation de l'histoire. C'est une difficulté intellectuelle et politique, me semble-t-il, fondamentale. Je sais bien que je pose plus de questions que je n'apporte de réponses. Point 3, et j'en termine par là, pardonnez-moi, mais j'avais envie de dire ce qu'on m'a invité, ce que je pense, sur les alternatives. Sur les alternatives. Alors moi qui suis un homme radicalement à gauche, c'est-à-dire qui choisit la logique de la coopération plutôt que celle de la concurrence, pour définir la gauche, par exemple comme cette formule-là, hein, on pourrait en débattre aussi très très longtemps. Pour ceux qui ont envie d'en débattre, il y a Jean-Claude Michéa, qui est un penseur français exceptionnel, qui vient d'écrire un magnifique livre là-dessus, qui s'appelle « Comment la gauche est-elle soluble dans le capitalisme ?» Il explique très très bien que la gauche d'aujourd'hui c'est libéralisme culturel et la droite d'aujourd'hui c'est libéralisme économique. Mais bref, je simplifie les choses. Où en sont les alternatives? Pour moi, les alternatives, elles doivent venir de la puissance publique. Moi qui suis un amoureux de l'Amérique latine, à la fois par ma famille et par les expériences que j'ai pu aller voir, parler de l'expérience de Kirchner, l'expérience d'Evo Morales où j'ai été il y a 2 ans, l'expérience de Chavez, on peut en discuter, j'ai rencontré Hugo Chavez plusieurs fois avec des gens comme José Dubié, etc. Là, il y a véritablement des embryons, avec beaucoup d'imperfections, d'alternatives étatiques sur un plan continental, le pays qui a connu, comme vous le savez, toutes les dictatures dans les années 60 et 70, qui m'a d'ailleurs permis de rencontrer l'amour de ma vie, qui est une réfugiée politique, puisque ses parents travaillaient pour Salvatore Allende et qui se sont fait torturer par les tirs du général Pinochet. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a là une alternative qui est, je trouve, extrêmement intéressante. Il y en a évidemment d'autres. On pourrait débattre de la situation au Bhoutan, on pourrait débattre de l'initiative de Thomas Sankara quand il a essayé le Burkina Faso. Il y a des tas de choses. Je remonte à... alternative étatique, et je termine, et alternative citoyenne. Alors moi je crois à l'insurrection populaire qui va venir, à Stéphane Hessel, que j'ai eu la chance d'interviewer et de rencontrer, qui va venir au moment où ça va basculer. Et ça va basculer au moment, moi en vieux théoricien marxiste, au moment où les classes moyennes vont être touchées. Qu'est-ce qui s'est passé en Argentine? Marc le racontait très très bien avec feu Nestor Kirchner et maintenant avec Cristina Kirchner. Les gens sont sortis vraiment dans la rue, pas simplement la classe ouvrière. La classe ouvrière et les classes moyennes au moment où on a touché au compte d'épargne. On a touché au compte d'épargne, 24 heures après, le président argentin, il fouillait en hélicoptère du palais présidentiel à Buenos Aires. Quand vous touchez aux classes moyennes, elles basculent. L'histoire l'a montré avec le national-socialisme comme avec le fascisme. Elles peuvent basculer dans un sens ou dans un autre. Donc je pense que ça, c'est un élément essentiel dans l'analyse de rapport de force entre les classes sociales à l'œuvre dans le monde. Et je crois, et toutes ces insurrections, elles peuvent s'exprimer de la manière, je dirais, la plus sympathique et la plus positive, la plus progressive, comme le collectif Roosevelt, les indignés. Moi, je suis dans le mouvement des objecteurs de croissance, mais elles peuvent aussi s'exprimer par le terrorisme, par le repli sur les mentalités archaïques et sur l'obscurantisme religieux, sur le fanatisme. Donc, on est dans un monde incroyable qui change à tout moment, et je pense qu'il faut essayer, et je termine vraiment par là, de donner je dirais des pistes pour des grilles de réflexion, parce que c'est ça qui manque dans les médias, c'est qu'on est tout le temps sur l'immédiateté, il y a très peu d'intellectuels. Moi ce que j'attends, moi ce que j'ai envie d'entendre, c'est un philosophe, c'est un scientifique, c'est Hubert Reeves,
c'est des gens comme ça, des gens en plus âgés au moment où on est dans un monde qui valorise le jeunisme et l'immédiat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement les gens qui ont maturé une pensée. C'est ces gens-là qu'il faudrait essayer d'écouter, de remettre des grilles d'analyse et pas de se laisser piéger par la marchandisation du monde dans cette crise, je dirais, de civilisation mercantile où tout est quantifiable, où la musique c'est du commerce, où on vend, je dirais, Jean-Sébastien Bach comme des fiches X, ou de l'espace télévisé avec du temps disponible pour Coca-Cola, comme disait notre patron de TF1. C'est ça le débat intellectuel fondamental. C'est pas moi le petit cornet qui le dit, c'est toute une série d'intellectuels dans tous les continents. Et ces gens-là, c'est ça qui est dramatique, c'est la coupure qu'il y a entre le monde de la réflexion, le monde de la prospection et le monde de la décision. Je ne jette pas du tout la pierre aux politiques. J'ai été 10 ans au Parlement belge, à la Chambre et au Sénat. Mais je pense qu'il y a, et c'est peut-être ce recul d'avoir quitté volontairement en 2010 aux dernières élections législatives pour avoir le temps de faire. Moi, je suis pour les valeurs radicalement différentes et je termine vraiment parce que je sais bien que je dépasse et d'ailleurs je ne traduis pas, je me prends mes propres contradictions parce que moi ce qui m'intéresse maintenant c'est la lecture, c'est l'écriture, c'est tous les mouvements slow, c'est le calme, c'est la décroissance, c'est la frugalité, c'est la sobriété, c'est le silence, c'est la sieste, c'est la contemplation, c'est tout ça qui m'intéresse comme valeur, c'est-à-dire les valeurs exactement opposées dont on abreuve en permanence les jeunes d'aujourd'hui. Merci à vous. Bon, voilà, la parole est à vous. Merci pour le développement. En fait, je voudrais savoir, désolé de passer du coq à l'âne parce qu'on parlait plutôt avec elle. Mais en fait, pour le moment, en fait, je voudrais savoir quel est l'investissement intra-Europe pour le développement et extra-Europe pour le développement. Parce que moi, je m'en fais plutôt pour l'avenir de la pauvreté et de la paupérisation de la citoyenneté, des citoyens européens. Parce que quand je compare ce qui se passe en Afrique et ce qui se passe en Europe, moi je me dis qu'il faut quand même aussi se consacrer à la pauvreté européenne qui est quand même centrale et par après l'Afrique, mais aussi centralisée plutôt sur l'Europe. Je suis d'accord sur le constat qu'il y a des problèmes, par exemple l'environnement, qui devraient être pris plus en compte et qui ne le sont pas. Bon, mais on sait tous pourquoi. C'est que ce qui compte le plus, c'est pas les voix des citoyens, c'est la puissance des lobbies. Et en fait, à aucun moment, si je veux agir en tant que citoyen, quel choix je peux voter. Le vote en France, je suis français, on a vu qu'il n'est même pas pris en compte. On a voté contre le traité constitutionnel européen, le Parlement l'a fait passer. On choisit notre Parlement, c'est vrai, mais au final, avec le système majoritaire, il y a 40% des Français qui votent pour des partis qui ne sont pas ou pas du tout représentés. C'est ces gens-là qui après on va envoyer, c'est notre gouvernement qu'on envoie à l'Union européenne qui pourrait faire des lois, mais c'est notre gouvernement et il fait des lois au nom de l'Union européenne pour après venir en France nous dire oui mais c'est l'Union européenne. Tout ça pour dire, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a un grave déficit de démocratie, mais à aucun moment quelqu'un a apporté une solution, par humilité, mais on a tous des avis divergents et si on rentre tous dans un mouvement à la BP Grillo, s'il prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? On n'en sait rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'il faut une réflexion très profonde sur la société qu'on a aujourd'hui et proposer un autre modèle de société. Et c'est en construisant un autre modèle de société, en étant nombreux à le construire, qu'on va pouvoir changer les choses. Par exemple, je vous rappelle quand même que les chômeurs aujourd'hui dans notre société sont menacés de perdre leurs allocations. Il y a des dégressivité des allocations. Et ça, c'est quand même un problème majeur de pauvreté. Et ça, c'est un enjeu. Par exemple, le mouvement de la transition, il veut agir sur la pauvreté, mais c'est encore très, très, très faible. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire, même si moi je suis tout à fait intéressée par le mouvement de la transition. Donc, je pense que c'est important d'informer et déjà quand on est militant et qu'on milite depuis longtemps, faire changer les choses, c'est extrêmement dur. Merci. Alors, on va en rester là. Bon, madame, je crois que Julia et Laura qui ont organisé cette soirée, elles ont fait œuvre utile, c'est fantastique, et je leur dis chapeau et merci. Elles ont lancé le débat. Alors, ce qu'il en adviendra, elles décideront, et on verra bien, et je les aiderai, et j'essaierai d'être à l'heure la prochaine fois. Alors, avant de conclure,
Est-ce que mes voisins veulent reprendre la parole une minute chacun maximum? Allons-y. Donc juste pour répondre à une question qui m'a été particulièrement adressée, mais qui me permet aussi d'aller un peu plus loin de ce que j'ai dit tout à l'heure, en une minute si c'est possible. Donc moi je crois que la question opposée à la lutte contre la pauvreté au sud et au nord, ce sont des choses qui ne nous mènent pas très loin, dans la mesure où les choses sont de plus en plus liées sur cette terre. Vous savez, le fossé nord-sud, il existe, on y a une responsabilité, nous peut-être pas en tant que citoyens, mais en tout cas quand je vois le rôle que l'Union européenne joue, j'étais encore, et on prépare un séminaire demain au Parlement européen sur l'investissement en Amérique latine, quand on voit les règles qui doivent être promues là, ce sont les mêmes règles qui seront promues chez nous, et les clauses environnementales, les clauses sociales, tout ce qui doit accompagner tous ces mouvements-là, elles nous retombent sur le nez aussi dans le Nord. Donc quelque part, ça c'est le côté négatif, je crois que véritablement c'est un combat commun que nous menons avec des organisations du Sud, des organisations du Nord, pour, il y a quelqu'un qui l'a dit, une autre société, un autre modèle de développement qui n'est plus celui qui aujourd'hui correspond à ce que veulent les citoyens du Sud comme du Nord. Moi j'ai eu l'impression d'être un peu négatif parce que j'ai dû être très rapide tout à l'heure. Je ne voudrais pas dire que tout est impossible. Aujourd'hui, il y a quand même de vastes organisations qui se mobilisent pour essayer de se faire entendre et qui arrivent quand même parfois à faire évoluer ou en tout cas parfois à bloquer un certain nombre de décisions au niveau de l'Union européenne. Et ces décisions ne visent pas seulement la pauvreté dans le Sud, elles visent tout un modèle de développement qui s'est retombé aussi dans le Nord. A contrario, plutôt du côté positif, moi je suis frappé, quand je suis régulièrement en Afrique, en Amérique latine, parce que c'est mon boulot, je rencontre tous ces vastes mouvements que parfois on ne connaissait pas il y a 20 ou 30 ans, tous ces mouvements qui créent, qui proposent, qui ont des alternatives. Jean fait référence à la sphère politique, prenons la sphère, la société civile, même si on n'aime pas beaucoup le mot. Moi je suis frappé en Afrique aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de l'Amérique latine, et c'est évident en Amérique latine, mais même en Afrique, le courage des organisations paysannes aujourd'hui qui sont capables de discuter avec nos organisations paysannes et de dire ce n'est pas un problème de l'agriculture du Sud contre celle du Nord, même s'il faut beaucoup réformer la politique agricole commune, notamment en tenant compte du Sud, mais c'est un problème d'un modèle d'agriculture qu'on veut imposer au Sud comme au Nord contre un autre modèle d'agriculture qui est celui dont les citoyens, dont les consommateurs, dont les défenseurs de l'environnement, dont finalement la population a besoin. Donc quelque part, il y a là toute une série d'alternatives, de propositions qui nous viennent du Sud et qui peuvent être extrêmement utiles et pertinentes dans la construction d'alternatives chez nous aussi. Donc je suis de plus en plus persuadé que cette division Nord-Sud, même si elle est encore réelle, on ne peut pas la nier, il y a des inégalités criantes encore, mais si elle existe encore, nous sommes de plus en plus, malheureusement, dans ce que certains appelaient parfois ce monde d'archipels, ces archipels de richesse au milieu d'océans de précarité, qui s'étendent aussi bien au nord qu'au sud, parce que vous trouvez des poches de richesse incroyables dans le sud aussi. Et dans ce jeu des archipels, nous avons à nous allier, justement, et je crois que c'est ça le but du citoyen aujourd'hui, des initiatives citoyennes qui sont prises au nord, c'est aussi de construire des ponts avec ces initiatives au sud et ensemble d'aller vers les institutions, au nord comme au sud, pour plaider pour moi, ce que je regrette, c'est pas d'avoir le temps de partager avec vous les choses que j'ai appris moi-même. Le mouvement de transition, c'est surtout un mouvement de décroissance. Ce qu'on voit avec peine, c'est qu'il faut vraiment repenser les bases parce que le système ne répond pas. Et on travaille avec des grands philosophes. Par exemple, en ce moment, je partage un projet avec Charles Eisenstein. C'est l'auteur de Sacred Economics. C'est comment on dit, l'économie du don. Parce que dans mon pays, dans ma ville, où je travaille, le projet que je travaille, c'est la misère. C'est vrai qu'en Afrique, etc., mais dans ma ville, il y a des gens qui se tuent parce qu'ils n'ont pas à manger. C'est simplement. Donc, les vieux, ils se tuent. La semaine, il y a un mois, on était en train
de faire, parce que j'ai une organisation là-bas, de petite transition, on était aux finances pour traiter des papiers. Il y a une femme qui a entré, une vieille personne, qui disait je ne sais pas lire, donc il y a une lettre ici, je ne sais pas ce que c'est. Et maintenant, le gouvernement, pour aller chercher tous les taxes, toutes les choses qu'ils peuvent, ils ne donnent pas des avis que le deadline, les dates limites sont passées. Donc, et chaque semaine qui passe, c'est un pourcentage, donc ils laissent jusqu'au moment que les gens doivent payer 3 fois ce qu'ils avaient à payer. Et donc, cette vieille personne, elle a dit, ça fait rien, parce que je ne peux pas payer, donc vivre, c'est pas dans mon plan. Et là, 2 jours après, il s'est tué. Et ça, c'est mon quotidien. Et moi, ce que j'ai fait il y a 2 ans, c'est que moi, je suis partie de mon boulot, et je suis bénévole depuis, donc je me finance mon travail, parce qu'il n'y a pas d'argent pour ce type de choses. Le système ne prévoit pas en ce moment la misère qui existe en Europe. Et ça, c'est ce qui se passe. Et donc, on vit dans un monde qui est complètement bizarre. Le concept de nature, d'argent, c'est tout complètement chamboulé. Il faut tout repenser, il faut essayer un vrai changement de mentalité et partager, essayer de faire. Donc c'est ça que je voulais dire. Le mot de la fin. Oui, je rejoins, moi je le dis à ma manière dans une formule, c'est qu'il faut penser le changement et pas changer de pansement, comme on dit. Donc je pense que c'est effectivement cette logique-là. Ce que je voudrais dire juste aux messieurs français, moi qui aime tant la France, des droits de l'homme éternels depuis 1789, ce que je voulais dire, c'est que je pense que toute action, je veux dire, engagée, militante est importante, et il y a un foisonnement, et pour moi ce sont toutes des actions complémentaires, quand il y a les bilans de transition, quand il y a les coopératives, quand il y a aussi le choix de peser sur la vie publique, quand la puissance publique doit jouer évidemment son rôle dans une logique de progressivité de l'impôt, de défense de la sécurité sociale, de maintien de l'index, des allocations de chômage indéfinies dans le temps, etc. Un peu le modèle belge issu de 1944, de Beveridge, de Keynes, d'une certaine manière. Donc je pense que chacun à sa manière, on peut plus s'engager. Mais je pense qu'il y a à la fois, il y a l'engagement collectif et il y a l'engagement existentiel, individuel, qui est aussi important. Souvent dans le débat, moi qui suis dans le mouvement de de croissance, qui commence à monter petit à petit, mais comme ce sont des nouveaux mouvements, ils balbutient dans l'histoire. Hein, il faut, comme disait Gramsci, il faut vraiment très très lentement, je veux dire, que le neuf apparaisse et que l'ancien disparaisse. Et je pense qu'il faut avoir, pour reprendre toujours Gramsci, selon sa formule, avoir à la fois le pessimisme de l'intelligence, c'est-à-dire que moi j'ai une vision pessimiste de l'histoire, mais l'optimisme de la volonté, c'est-à-dire que c'est en permanence un combat, un travail d'engagement. Et quand je suis avec les observateurs de croissance, j'ai beaucoup de débats et beaucoup de livres là-dessus avec tous mes amis, les gens me demandent toujours un peu partout, mais quelle est la première mesure que je devrais faire pour changer ma vie? Hein? Bête, la plus simple, et on le répond toujours un peu ironiquement, et pardonnez-moi de la provocation, on dit la première chose que vous devez faire, monsieur et madame, vous éteignez votre télévision. Ça, c'est la première chose à faire. C'est très simple, ça prend une demi-seconde et vous gagnez un temps fou. Vous gagnez un temps fou pour vous, pour vos amis, pour militer, etc. Ce n'est pas une attaque en règle contre les médias audiovisuels, pardonnez-moi, mais c'est parce qu'il y a on pourrait débattre là-dessus sur le rôle de la télévision et des médias, mais il y a aussi le changement que nous faisons chacun, pas que le vote que nous faisons tous les 4, 5 ou 6 ans. Est-ce qu'on va dans un magasin du Mont Oxfam, on va chez Colruyt, etc., dans ce qu'on mange, etc. C'est un choix en permanence. Est-ce qu'on achète le dernier Marc Lévy tout de suite, ou bien est-ce qu'on l'emprunte à la bibliothèque municipale, et puis il y a d'autres auteurs plus intéressants, etc., etc. C'est tout ça. Et je termine en disant, l'alternative pour moi, c'est une triple modification. C'est une modification de son cheminement existentiel, ça c'est un choix philosophique, je ne rentre pas dans les détails. C'est une modification de l'action collective avec les nouveaux mouvements qui apparaissent.
Et c'est aussi, et c'est peut-être le plus difficile, une modification de notre rapport à la nature. Comme le disait Théodore Monod, le grand naturaliste spécialiste amoureux des déserts. Donc ces trois transformations-là, ces trois révolutions-là, parce que moi je le définis d'une certaine manière comme un révolutionnaire, c'est-à-dire comme quelqu'un qui veut du changement, elles sont, me semble-t-il, totalement complémentaires et fondamentales. Merci beaucoup. Je pense que nos deux organisatrices de la soirée vont clôturer. Ce qu'on a voulu montrer ce soir en organisant ce débat, c'est de montrer que quand on veut faire quelque chose, on peut le faire. Le fait que vous soyez tous là et que tous les amateurs soient venus et ont joué le jeu avec nous jusqu'au bout me touche beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous ont aidés, parce que ça aurait été impossible sans vous. Merci à tous nos partenaires et ceux qui ont cru en ce projet. Et voilà, c'est ça, c'est on veut montrer qu'on est parti de rien, on a demandé de l'aide à toutes les personnes qu'on connaissait, qu'on a rencontrées tout au long de nos études, nous 5, nous 6, tout le tas du travail bénévole. Et vraiment, ça me touche que tout le monde soit venu. Merci Maron, merci Lily, merci à tous ceux qui ont participé à ce projet. Il y a le concert du groupe de jazz qui commence dans 2 minutes, c'est juste à l'entrée en bas et on vous attend, on espère vous retrouver, il y a de la bière et de quoi grignoter. Donc voilà, ceux qui veulent continuer la discussion,